avant d'introduire cette journée, je voudrais que nous ayons une pensée aujourd'hui avec Amine Kessassi, dont le frère a été assassiné le 13 novembre à Marseille et qui avait perdu son frère il y a 5 ans, brûlé dans une voiture dans le cadre du trafic de drogue. Bien entendu qu'à ce stade, personne ne connaît les motifs de cet assassinat. Il n'en demeure pas moins que par rapport à l'engagement d'Amine, qui se bat depuis 5 ans avec une association et aussi sur le plan politique pour faire reculer le trafic. Je pensais qu'il était bien que nous ayons une pensée pour lui et sa famille. Pour revenir à notre organisation, donc la Ligue des droits de l'homme et la section Avignon-Orange-Carpentras, je souhaitais donc rappeler que plusieurs raisons ont motivé la tenue de cette journée, repenser les politiques des drogues. Notre département est particulièrement touché par le trafic de drogue. Il est classé 5e tant pour le taux de pauvreté que pour la quantification des actes de délinquance liés à la drogue, avec un impact direct sur la vie des habitants pris en otage dans les quartiers populaires. L'actualité locale depuis le 1er janvier 2025 est inquiétante. 8 morts et une vingtaine de blessés, des tirs à l'arme de guerre en plein jour, une mariée tuée à son propre mariage et les morts collatérales comme ce jeune tué par une voiture de trafiquants en fuite et roulant à contresens, ou ce jeune père de famille, fonctionnaire du département, mortellement touché par une fusillade en 2023 à proximité d'un point de deal sur Avignon. Le trafic de drogue est un marché illégal et dérégulé de l'économie informelle qui reproduit les inégalités, les aggrave et exploite les plus vulnérables pour maximaliser les profits. La loi dite narcotrafic, adoptée au printemps dernier, traite les conséquences visibles du trafic sans se donner les moyens de lutter efficacement contre le haut du spectre de la criminalité organisée, les paradis fiscaux, sous un angle exclusivement sécuritaire, sans s'attaquer aux causes profondes qui font que la France figure parmi les pays les plus gros consommateurs de cannabis. Toute drogue ou substance psychoactive est potentiellement dangereuse car susceptible de créer une dépendance psychologique ou physique, mais il n'est pas scandaleux d'affirmer que des drogues dites licites comme l'alcool ou illicites comme le cannabis, consommées sans abus, de façon raisonnée, peuvent être source de plaisir, utilisées par exemple dans des moments festifs. Elles peuvent aussi être consommées pour des raisons thérapeutiques. Nombre de personnes n'ont aucun problème avec leur consommation. La consommation de drogue semble aussi ancienne que l'humanité, que ce soit pour des cérémonies religieuses, supporter la faim ou le travail pénible, se soigner, se détendre ou faire la fête. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que les drogues ont été soumises à un contrôle étatique, tantôt pour favoriser l'usage de drogue dans un but commercial comme le vin, ou fiscal comme le tabac en métropole, l'opium et le cannabis dans les colonies. Tantôt il s'agit de limiter l'usage des drogues au nom de considérations morales, religieuses ou de santé publique. C'est en 1920 que les États-Unis, pour combattre l'alcoolisme, ont interdit la production, la vente et la consommation d'alcool. Cette mesure sans résultat sur les comportements sanitaires aura eu pour effet de généraliser la corruption et de favoriser la criminalité organisée aux États-Unis. La prohibition fut abolie en 1933. La question se pose donc de la justification d'un point de vue démocratique de politiques qui mettent à mal les droits de l'homme au nom d'une politique répressive. Ce d'autant plus que cette politique ne démontre pas son efficacité pour assurer la sécurité de la population. En 2021, la moitié de la population âgée de 18 à 64 ans, en déclarant avoir déjà consommé du cannabis au cours de sa vie, prise en flagrant délit aujourd'hui, serait sanctionnée avec une inscription au casier judiciaire. C'est totalement impensable. Cette journée vise à lever le tabou en faisant débattre des représentants des forces de l'ordre, consommateurs, médecins, praticiens du droit, chercheurs, militants des droits humains. En concentrant les moyens répressifs sur le haut du spectre de la criminalité,
en recentrant les missions policières, en abordant les vulnérabilités humaines, sociales prises dans la tourmente du trafic, le lien du trafic avec la pauvreté, en abordant la question des drogues licites et illicites, les questions de santé publique et de réduction de risques et de prévention, en renonçant à la verbalisation des consommateurs de stupéfiants et en ouvrant le débat sur la légalisation encadrée du cannabis. Chaque table ronde, donc, durera 1h30. Quelques interventions seront en visioconférence car il n'a pas été facile de gérer toutes sortes de contraintes. Dans l'intérêt des débats, nous veillerons au respect des horaires. Le moment d'échange privilégiera la pose de questions aux intervenants qui concluront chaque table ronde. Celles et ceux qui suivent la journée par Zoom pourront poser des questions dans le chat. Et donc, le modérateur ou la modératrice vous les énonceront publiquement. Pour conclure, je remercie notre présidente, Nathalie Théiot, pour son soutien, son implication, et Pierrick Clément, qui est à ma gauche, l'un des deux nouveaux référents LDH, avec Pierre Baudonnet, qui nous suit en visio. Ils sont tous les deux présents au collectif pour une nouvelle politique des drogues, le CNPD, pour représenter la LDH. Et avec Pierrick, nous avons vraiment très bien bossé pour l'organisation de cette journée. J'ai une pensée également aussi pour mon ami Michel Antony, médecin et dont la conférence sur les addictions, les drogues licites et illicites m'avait amené à conclure qu'il fallait passer à l'action. On peut dire que c'est un peu le résultat aujourd'hui. Je remercie également les ligueuses et les ligueurs qui ont apporté leur contribution au sein de ma section Avignon-Orange-Carpentras, mais aussi à Marseille et sur le plan régional et national. Un grand merci aux organisations coordinatrices de cette journée, AIDE, Groupe SOS, Addiction France, ARCA, en soulignant la présence par leurs interventions de la CGT intérieure et du collectif Police contre Prohibition. Enfin, merci à nos hôtes, merci à Mathilde et merci au tiers-lieu La Syrie qui nous accueille dans de très bonnes conditions. Nous avons prévu de débuter notre première table ronde à 9h15. Je ne sais pas si nous sommes dans le temps. Mais en tout cas, je passe la parole à mon amie et notre présidente Nathalie Théiot. Merci, bonjour à toutes et tous et merci beaucoup à la section Avignon-Orange-Carpentras d'avoir porté cette journée d'études parce que c'est beaucoup de travail évidemment et tout spécialement à Fabienne Alaoui parce que on en a parlé parce que Fabienne est également membre de la direction de la Ligue et donc on en a parlé lors d'une réunion nationale et pour moi c'était extraordinaire parce que j'étais l'ancienne référente au CNPD justement avant de prendre mes fonctions de présidente. Donc c'est merci à Pierrick qui a accepté de travailler pour le niveau national sur cette question et Pierre Bonnenès, donc l'autre co-référent, est en visio. Donc comme vous l'avez compris, cette journée elle a été conçue localement pour des raisons comme tu l'as dit, de conséquences du trafic sur Vaucluse. Donc, c'est important aussi d'être ancré localement sur vis-à-vis des personnes qui subissent les conséquences du trafic de stupéfiants. Et tu as parlé des fusillades, mais ce qui est marquant aussi, c'est la fusillade vis-à-vis lors d'un arrêt de tram, parce que c'est évidemment que c'est extrêmement choquant, parce qu'on se rend compte que ça déborde le simple fait de règlement de compte, dans la grande criminalité organisée. Mais cette journée, elle a aussi été donc conçue localement, mais aussi nationalement, et c'est la raison pour laquelle je suis ici, parce que c'est un sujet qui est majeur pour nous, qui est majeur parce qu'il faut réfléchir donc à cette articulation entre les droits de l'homme et la politique qui est menée, la question des drogues, parce que le problème, c'est que ça vient justifier ce qu'on vient de dire, hein, les réels dangers des conséquences du trafic, eh bien, malheureusement, ça justifie un grand nombre de mesures qui ne sont que dans le sens répressif. Et c'est ça qu'on veut interroger, sur lequel on veut réfléchir, parce que tout nous est présenté comme s'il n'y avait qu'une seule solution et que c'était celle qui était proposée. Donc c'est la raison de ma présence ici, alors que toute politique publique devrait être prise par le prisme des droits de l'homme. Ça signifie qu'on devrait d'abord se poser la question, déjà, est-ce qu'il faut intervenir? Alors, les droits de l'homme, c'est aussi le fait que l'État
puisse avoir l'obligation d'intervenir quand il y a une question de droit à la vie, puisque le droit à la vie, c'est l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, hein. Et puis, vous avez l'article 3, c'est le droit à ne pas subir des tortures, traitements inhumains ou dégradants. Eh bien, ça crée une obligation pour l'État qui est de prévenir les atteintes au droit à la vie ou les atteintes à l'intégrité physique des personnes. Donc là-dessus, c'est une première approche, l'obligation pour l'État d'intervenir et finalement d'assurer la sécurité des personnes qui vivent sur le territoire. Mais, et puis là je vais plagier le Conseil constitutionnel, donc on est bien d'accord, hein, que c'est pour le Conseil constitutionnel, c'est un objectif, le fait d'assurer la sécurité ou la prévention des troubles à l'ordre public, c'est un objectif à valeur constitutionnelle. Mais lorsque une mesure est décidée, une mesure de politique publique, on doit toujours s'interroger, avoir une grille de lecture également. Ce n'est pas seulement l'obligation, mais c'est aussi la protection contre l'arbitraire. Vous savez qu'on parle de droit à la sûreté, c'est la protection contre l'arbitraire de l'État. Et donc, toute mesure publique, on doit s'interroger d'abord, est-ce qu'elle va avoir un impact sur les droits et libertés? Si c'est oui, par exemple, si ça atteint le droit à la vie privée, si ça atteint la liberté d'aller et de venir, eh bien, ça a un impact. Donc, on doit se poser la question, est-ce que l'objectif recherché est légitime dans une société démocratique? Ça, c'est la grille de lecture de la Cour européenne des droits de l'homme, hein. Est-ce que c'est un objectif légitime? Bon, si c'est la prévention du trafic de stupéfiants, on va dire, vu les conséquences, etc., c'est un objectif légitime dans une société démocratique. Pour autant, est-ce que l'atteinte qui est portée à la liberté, est-ce qu'elle est décrite de façon suffisamment précise pour qu'on évite que les policiers fassent ce qu'ils veulent finalement? Ça, c'est l'arbitraire. Si les policiers décident eux-mêmes de tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de l'arbitraire. Donc, est-ce que c'est décrit de façon assez précise pour qu'il y ait des garanties? Puis, est-ce que la mesure est vraiment nécessaire? Est-ce qu'elle est adaptée? Est-ce qu'elle est proportionnée? Ce sont les critères que le juge doit examiner lorsqu'il y a une décision de prise, parce que et plus la mesure est intrusive dans la vie privée, et plus les critères vont être exigeants. Ça, c'est ce qu'on doit prendre, on doit porter comme grille de lecture pour ne pas accepter n'importe quelle mesure. C'est pour ça que je vous disais, ça devrait toujours être pris par le prisme des droits de l'homme. Et parfois, c'est tellement attentatoire à la vie privée qu'on a des mesures qui sont déclarées comme étant subsidiaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une autre mesure qu'il est possible de prendre pour atteindre le résultat, il faut privilégier l'autre mesure plutôt que celle qui est vraiment très attentatoire. Je vous donne un exemple. C'est au moment où il a été accepté, il a été validé les drones dans l'espace public, l'utilisation de drones. Le Conseil constitutionnel a dit il ne faut pas que ce soit. Il a fait ce qu'on appelle une réserve d'interprétation. Il a dit je valide, mais attention, c'est subsidiaire. Ça veut dire que s'il y a un autre moyen d'arriver au résultat, il faut privilégier les autres moyens parce que les drones, c'est extrêmement intrusif dans la vie privée parce que vous allez surveiller tout le monde. Comme c'est en l'air. Et en plus de ça, on ne les voit pas, on ne les entend pas toujours. Donc, c'est extrêmement intrusif. N'oubliez pas que comme ils sont en l'air, on voit aussi dans les appartements, hein. Donc, c'est en cela que c'est particulièrement intrusif dans la vie privée. Mais voyez ce qui se passe, par exemple, lorsque la Ligue a attaqué un arrêté de drone qui avait été pris sur la ville de Rennes pour surveiller pendant 1 mois 4 quartiers. Eh bien, Bruno Retailleau nous a immédiatement, alors il était ministre de l'Intérieur, il nous a immédiatement attaqué en disant voyez, la Ligue, elle est favorable au narcotrafic, avec un raccourci saisissant. Au lieu de se dire, en fait, on est dans notre rôle de jouer la vigie des droits et des libertés et de se poser la question, est-ce que vraiment c'est nécessaire et est-ce que vraiment c'est utilisé de façon subsidiaire? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux commencer par exemple, déjà il y a des caméras un peu partout, hein, dans la ville, et deuxièmement, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'il y ait des policiers qui interviennent, qui soient en planque, ou bien qui soient en infiltration? Ce sont des mesures qui sont également possibles, mais qui sont moins intrusives dans la vie privée, puisque ça va cibler certains et non pas toute la population. Donc, cette question de la subsidiarité, ça, c'est uniquement vis-à-vis de quelques mesures, mais moi, je dirais qu'on devrait toujours se poser cette question par rapport à toute mesure, même si ce n'est pas la grille de lecture du juge, mais on devrait toujours se poser la question, est-ce que c'est la mesure
dès lors que c'est attentatoire aux libertés, est-ce qu'on n'aurait pas d'autres mesures qui pourraient être prises et qui ne soient pas forcément répressives? Ça pourrait être des mesures éducatives, ça pourrait être des mesures sanitaires, ça peut être plein de mesures en fait. Il y a d'autres façons d'agir en politique publique que toujours par le répressif. Et donc, on devrait se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une autre mesure qui aurait un effet positif équivalent, au moins équivalent? Bon, on peut tous constater que donc le trafic de drogue a pour conséquence des fusillades, mais si on ne travaille pas aussi sur les causes de cette violence, est-ce qu'on peut prétendre y mettre fin? Et le fait qu'il y ait tous les pouvoirs donnés, par exemple, à la police, sous prétexte que c'est la sécurité de tous, est-ce que c'est vraiment la politique qui doit être menée? Il ne suffit pas de brandir l'étendard de la sécurité, parce que sinon on va dire adieu à nos libertés. Si l'objectif de sécurité est justifier n'importe quoi, il faut bien se rendre compte qu'on nous a vendu plein de choses. Un jour, j'écoutais à la radio, c'était une entreprise qui vend des caméras de surveillance et qui nous dit ah ben la vidéosurveillance finalement ça fonctionne pas très bien. Alors moi j'étais là comme ça, je me dis mais quoi? J'écoute un peu mieux parce que c'est ce qu'on dit depuis longtemps et la Cour des comptes a posé la question de l'utilité des caméras parce que ça coûte extrêmement cher et au final quelle en est l'utilité? Donc c'est l'utilisation des fonds publics et l'entreprise disait mais en fait ça sert pas tant que ça, il faut passer au drone. Et là, j'ai mieux compris pourquoi est-ce que il disait que c'est pas juste qu'ils avaient le même discours que nous, non, c'est juste qu'ils voulaient vendre des drones. Et puis après, il a été dit, bah, il faut des algorithmes dans les caméras. Hein, ça a été mis en expérimentation lors de la loi JO. Et maintenant, Monsieur Darmanin dit, enfin, c'était au moment, c'était l'ancien gouvernement, enfin l'ancien, hein, pas maintenant parce que ça va vite. Eh bien, il parle désormais de reconnaissance faciale en disant, ça suffit pas. Donc, on est en fait dans une spirale sans fin où on est dans la surveillance généralisée de la population. Et jusqu'où peut-on aller sans devenir une dictature? C'est la question qu'on doit se poser. Le principe de la démocratie, c'est la liberté. Donc, c'est aussi le droit à la sûreté, comme je l'ai dit, donc de se protéger contre l'arbitraire de l'État. Mais si on autorise tout, si on autorise n'importe quelle surveillance au motif de la sécurité, mais quelle est notre protection contre l'arbitraire de l'État? Alors moi, j'étais au congrès de la FIDH à Bogota, en Colombie, il y a peu de temps, et il a été question évidemment du torpillage de bateaux qui n'était pas forcément sur la Colombie, hein, ça visait plutôt le Venezuela, mais il se trouve qu'il y a eu aussi au moins un bateau colombien de pêcheurs, et c'est torpillé par Trump qui dit narcotrafic, ce sont des trafiquants, boum, je bombarde, et puis bon, il y a eu à peu près une trentaine de morts. Hein. Donc là, on est sur, il n'y a pas de preuves, puisqu'en l'occurrence, il y a un des bateaux, c'était des pêcheurs. Donc, il commet des assassinats, en clair, hein, sans aucune preuve, premièrement, sans qu'il y ait de juge, sans qu'il y ait de décision de justice, sans qu'il y ait eu donc un procès équitable, ça veut dire avec la possibilité également de se défendre et que le juge soit indépendant. Bon, tout ça, c'est les garanties premières de l'état de droit, qu'il n'y ait pas une décision comme ça d'exécuter quelqu'un. Ben, vous voyez, au nom du narcotrafic, on en arrive à... C'est quand même censé être une démocratie, hein, les États-Unis. Donc, bon, certes, maintenant c'est l'extrême droite, mais c'est censé être une démocratie. Et vous voyez qu'ils en arrivent à faire des assassinats, en fait. Donc, sans compter que la peine de mort, elle est contraire aux droits de l'homme, évidemment. Dans le même temps, le 28 octobre dernier, le gouverneur de l'État de Rio de Janeiro, au Brésil, qui est également ce gouverneur d'extrême droite et allié de Bolsonaro, a envoyé 2500 agents de troupes de police militaire et civile à l'assaut des favelas de Pena et de l'Aleao pour chercher des narcotrafiquants. Alors, c'est le grand mot à la mode, hein, qui semble tout permettre. On a compté 132 personnes tuées dans cette favela et il y en aurait probablement plus de 300. Et ce sont des exécutions sommaires, sans preuve et sans juge. Donc, vous voyez, dans ces deux exemples, il s'agissait de lutter, d'agir pour la sécurité, je mets des guillemets, hein, de la population, et on en arrive à ça. Alors, encore une fois, la population est-elle protégée contre l'arbitraire de l'État? Et il devrait aussi se poser la question de l'efficacité. Ce n'est pas seulement de ce que j'ai dit, nécessité, proportionnalité, adaptation, subsidiarité, mais il devrait aussi se poser la question de l'efficacité. Si une politique menée n'aboutit pas au résultat escompté, on va aller jusqu'où dans la même politique, dans la même logique?
Et parfois même, elle n'est pas seulement inefficace, elle peut même être contre-productive. Elle peut avoir des effets pervers. Par exemple, lorsque ça menace la cohésion sociale, et c'est le cas lorsque, par exemple, l'ONU dit bien, attendez, ça va pas, parce que ça a des effets discriminatoires, racistes. Donc il va en être question aujourd'hui, mais l'ONU le dit elle-même, que arrêter la guerre à la drogue qu'on a promue dans les années 70, parce que les États qui font ça, ça aboutit finalement à des effets contre-productifs et pervers. Mais pourquoi on continue dans le même sens? Alors, le problème, c'est que quand on continue la guerre à la drogue, ça veut dire qu'on distingue, c'est le mot guerre, hein, donc ça veut dire qu'on distingue certaines populations comme étant des ennemis. Et quand on a un ennemi en guerre, il faut l'abattre. Je viens de donner encore des exemples où ça a été choisi. Mais je pense aussi, par exemple, aux Philippines, où, pendant la présidence de Duterte, la police philippine a reconnu en janvier 2018 qu'environ 6 000 usagers de drogue ou vendeurs présumés auraient été tués. C'est un aveu de la police elle-même, hein, dans la guerre contre la drogue entre 2016 et 2018. Mais selon Human Rights Watch, il y en aurait à peu près 12 000 de tués. Donc en septembre dernier, on a appris, c'est pour ça que je vous donne des exemples récents quand même, on a appris que les procureurs de la Cour pénale internationale ont poursuivi l'ancien président philippin Rodrigo Duterte pour crimes contre l'humanité, lui reprochant d'être impliqué dans au moins, lui-même personnellement, dans au moins 76 meurtres liés à sa guerre contre la drogue. Donc oui, on n'en est pas là en France, on est bien d'accord. Mais la France est censée être une démocratie. Donc quelles mesures sont acceptables au nom de la sécurité dans une démocratie? Et pourquoi n'exige-t-on pas plutôt la mise en place d'un plan d'éradication de la pauvreté, d'un plan jeunesse, d'un plan avec tout le volet éducatif? Donc une journée d'études, ça ne va pas suffire, on est bien d'accord, ça ne va pas suffire à répondre à toutes ces questions, mais les tables rondes organisées seront, je suis sûre, vont être tout à fait riches, et je vais remercier les intervenants d'avoir accepté de participer, d'avoir répondu présent pour repenser les politiques des drogues. Merci. Merci Nathalie, merci Fabienne. Bonjour à toutes et tous. Alors merci de votre présence ce matin pour cette première table ronde de la journée à laquelle nous sommes ravis de vous accueillir. Je m'appelle Pierrick Clément, je suis avocat, je suis membre de la Ligue des droits de l'homme et également co-référent auprès du collectif pour une nouvelle politique des drogues. Donc j'ai eu le plaisir de participer à organiser cette journée avec Fabienne Allouy et toute la section d'Avignon, Carpentras, Orange, qu'on remercie chaleureusement pour tout le travail qu'ils ont mené. Et j'assurerai donc la modération de cette première table ronde et me permettrai quelques mots également sur les positions de la Ligue dans ce domaine. Alors quand on a pensé cette journée, on a voulu qu'elle exprime en fait le raisonnement qu'on porte en matière de politique des drogues et que cela puisse se traduire en fait par le déroulé des différentes interventions. Le premier point de ce raisonnement, il est assez simple. Il est de reconnaître que le trafic de stupéfiants, c'est un problème. Il ne s'agit pas de le nier, ni dans son aspect santé publique, concernant les consommateurs de drogue, ni dans son aspect sécurité publique, concernant tout ce qui va entourer le trafic lui-même et toute cette criminalité. Au contraire même, le trafic est un problème prégnant et actuel, et les drames qui interviennent et qui sont intervenus à Marseille il y a quelques jours, à Avignon et dans ses environs il y a quelques mois, nous le rappellent malheureusement. Pour autant, les politiques qui sont déployées pour régler ce problème, elles ne fonctionnent pas. La France, elle mène depuis des années une guerre à la drogue qui est non seulement parfaitement inefficace, on l'observe en fait chaque jour, et la France reste l'un des pays les plus gros consommateurs de cannabis, notamment au sein de l'Union européenne. Mais cette politique est également malheureusement contre-productive et attentatoire aux libertés fondamentales de toutes et tous. Alors face à ça, il nous faut penser. Penser à une solution qui prenne en compte les conduites addictives causées par les drogues, qui assure une prévention efficace et qui réduise les risques et les dommages, mais aussi penser à la lutte contre la délinquance et contre le trafic de stupéfiants, à la protection des personnes et à la sécurité publique, qui est également, et avant tout peut-être même, un service de santé, un service de sécurité publique. Alors parmi les réponses possibles, peut-être certaines contre-intuitives, mais portées depuis des années, notamment par le collectif pour une nouvelle politique des drogues auquel la LDH appartient, et c'est celle de la dépénalisation de l'usage des stupéfiants.
Au sein de ce collectif, dont certains membres vont intervenir aujourd'hui, je pense à la police contre la prohibition, je pense à Sud, je pense à Aide, nous dénonçons les politiques prohibitionnistes qui existent et nous promouvons justement de nouvelles solutions. La question de la dépénalisation de l'usage des stupéfiants, et également d'ailleurs de la légalisation du cannabis pour ce qui concerne les positions de la Ligue, elles seront abordées plus en détail de la journée. Mais pour ce matin, la première question qui se pose, elle est à la fois simple mais très profonde, c'est comment imaginer une action policière efficace tout autant que respectueuse des droits humains. Alors c'est pour ça qu'on accueille deux invités, à M. Anthony Caillé, qui est secrétaire général de la CGT Intérieur Police, qui est enquêteur de police judiciaire à la brigade de répression du banditisme à Paris, et policier depuis, mais il me corrigera peut-être, 25 ans me semble-t-il. Alors Anthony, ton approche de la sécurité publique, elle est tout autant pragmatique qu'elle est humaniste. Tu écrivais récemment dans une tribune à l'Humanité que la place qu'occupe la sécurité dans une société démocratique est simple à définir. Elle est un droit. Elle relève d'un service public. Tu viens aussi de publier un livre dénommé « Que veut la police ?» que peut la police, qui est ici, dont on recommande la lecture bien sûr, et qui ouvre à de nombreux débats, tels que une police véritablement au service des citoyens et citoyennes est-elle encore possible? Comment reconstruire la confiance entre gardiens de la paix et population? Et quelles réformes structurelles et culturelles pourraient permettre de concilier sécurité et respect des droits fondamentaux? Donc Anthony, on est ravis de t'accueillir. On accueille également Madame Bénédicte Desforges, qui est ancienne lieutenant de police en région parisienne, présidente du collectif Police contre la prohibition, qu'elle a fondé en 2018, et, je le précise également, aussi autrice de livres, Flic, chronique de la police ordinaire, ou encore Police mon amour, chronique d'un flic ordinaire. Je te laisserai présenter par toi-même plus en détail le collectif Police contre la prohibition si tu le souhaites. De ton côté, tu t'exprimais encore très récemment auprès de la revue Frustration, où tu expliquais que tant qu'aucune loi de lutte contre le cannabis n'incluait la dépénalisation de l'usage de stupéfiants et la légalisation du cannabis, la politique de lutte contre le trafic resterait inefficace. Tu t'opposais aussi formellement à l'extension de la procédure d'amende forfaitaire délictuelle à l'usage de stupéfiants, en expliquant qu'il s'agissait là, et je te cite, d'une mesure technique répondant à un objectif statistique de rendement et totalement incompatible avec la prise en compte d'une situation individuelle, la privant ainsi de sa dimension sanitaire. On est ravis également de t'avoir parmi nous ce matin. Alors vous deviez initialement prendre la parole à 3 intervenants, ce qui finalement ne se fait pas, mais de telle sorte que je vais me permettre de prendre la parole quelques instants avant votre intervention pour évoquer les positions de la Ligue en matière de politique des drogues. La gestion politique du trafic de stupes en France, elle passe, on le voit, par la multiplication des lois sécuritaires. On ne compte plus les réformes qui sont censées mettre fin au trafic de stupéfiants en France. Alors c'est ainsi qu'en 2020, le gouvernement étudiait par exemple la possibilité d'étendre la procédure d'amende forfaitaire délictuelle au cas d'usage de stupéfiants, ce qu'il a finalement fait. Alors, cette procédure, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la possibilité pour un policier d'immédiatement, face à un consommateur d'usage de stupéfiants, prononcer une amende, dans la rue même. Alors face à ça, il ne faut pas se tromper un instant. Ce n'est absolument pas un assouplissement de la répression. Bien au contraire, hein. Lorsqu'auparavant était mis en place une véritable procédure judiciaire individualisée, accompagnée par un avocat, pouvant faire l'objet d'un appel, respectant les droits de la défense et du procès équitable, on se retrouve avec une procédure simplifiée. Si on vous demande simplifier en matière de procédure, ça veut dire déréguler. Et c'est rarement une bonne nouvelle. Donc bien loin sont désormais tous ces droits qui existaient, puisque désormais, pour contester cette amende, il faudra par exemple déposer une caution auprès du tribunal. J'espère que vous en avez une. Il faudra également, et ce sera possible d'ailleurs, que la sanction soit prononcée par le même policier qui constate l'infraction. Le policier est donc à la fois enquêteur, bourreau et juge. On a désormais du mal à compter le nombre de jeunes surendettés à cause de cette procédure, dont de nombreux témoignages relèvent d'ailleurs les irrégularités qui sont mises en place, certaines amendes forfaitaires délictuelles étant, par exemple, prononcées sans même constatation sur le terrain. En 2024, entrait également en vigueur la réforme de la police judiciaire, qui devait, je cite, « sauver l'homme malade qu'était la police ». Elle n'a finalement conduit qu'à un repli départemental de la police judiciaire et à limiter ses capacités d'enquête, mais je laisserai Anthony développer cet aspect-là si tu le souhaites. Et enfin,
comment ne pas parler de la fameuse loi dite narcotrafic? Alors, parmi tous les problèmes de cette loi, c'est d'abord le vocabulaire qui choque. Le choix de ce terme, narcotrafic, il n'a rien de hasardeux. Il renvoie en fait à un imaginaire de grande criminalité organisée telle qu'elle a pu exister en Amérique du Sud dans les années 70, et il a pour objectif d'effrayer l'espace public. Il en est d'ailleurs de même de cette prétendue mexicanisation du pays, relevé d'ailleurs le caractère parfaitement discriminatoire d'un tel terme à l'égard de nos camarades mexicains. Alors oui, la France fait face à un trafic de stupéfiants qui se développe, mais non, elle ne fait pas face à une situation de cartel ou de mafia comparable à l'Italie ou au Mexique. Rappelons que le Mexique recense 85 meurtres par jour. La France en recense 2 en moyenne. Alors c'est trop, mais non, ce n'est pas comparable. Alors oui, la corruption existe et peut exister dans le domaine du trafic de stupéfiants, mais non. Le pays n'en est pas submergé et elle reste embryonnaire. Je reprends ici les termes du rapport d'enquête sénatoriale qui a fondé la loi narcotrafic. Le dernier rapport de l'OFAST, l'Office français anti-stupéfiants, disait lui-même qu'aucune donnée ne permettait d'objectiver un développement de la corruption en France. Alors en toute hypothèse, et d'ailleurs Bénédicte, me semble-t-il que tu le disais lors d'une interview, c'est bien la prohibition en fait qui amène à la corruption. Mais ce vocabulaire utilisé, en fait, il a un but. La peur, elle sert le déploiement de mesures d'exception. On a déjà connu ce phénomène avec la lutte contre le terrorisme et c'est en fait la même chose qu'on voit ici. Le vocabulaire suit d'ailleurs. Narcotrafic, narcobanditisme, narcoterrorisme. Ah oui, c'est bien là que vous alliez en fait. Ça a servi au gouvernement à proposer des mesures exceptionnellement intrusives. Une surveillance technologique de masse, la recréation des quartiers de haute sécurité en France, les expulsions administratives des habitants qui seraient en lien avec le trafic, les fermetures des commerces au sein des quartiers. Il faut bien noter que ces mesures, elles sont loin de s'appliquer uniquement à ce qu'on appelle le haut du spectre de la criminalité. Parce que la criminalité organisée, c'est une notion large et floue. Un vol d'objets en réunion, ça peut être de la criminalité organisée. Un jeune de 14 ans dans un quartier qui surveille l'arrivée de la police, ça peut être de la criminalité organisée. En fait, et je cite là le Conseil d'État, 14 000 personnes en France chaque année seraient concernées par la notion de criminalité organisée. Et c'est donc à cause de cette loi que chaque année, 14 000 personnes auront un téléphone qui pourra désormais être activé à distance pour servir de centrale d'écoute. Passez à côté, vous êtes enregistré. Alors, aux côtés du syndicat des avocats de France et du syndicat de la magistrature, la Ligue des droits de l'homme a contesté toutes ces mesures auprès du Conseil constitutionnel par le biais d'une contribution extérieure. Et en a d'ailleurs fait censurer un certain nombre, mais il en reste malheureusement trop. C'est une démesure d'atteinte à nos libertés et pourtant aucun moyen supplémentaire à la police. Alors, justement, je vais cesser de parler et enfin donner la parole à nos invités. Donc, Anthony, je t'en prie, nous t'écoutons et pour reprendre le titre de ton dernier livre, Que peut la police ? C'est bon ? Oui, on t'entend. Super. Eh bien, écoutez, je vais vous faire une petite lecture. Donc, Pierrick, tu m'avais laissé une vingtaine de minutes. J'espère que je vais tenir la montre. Donc, bonjour à toutes et à tous, et merci à la Ligue des droits de l'homme d'avoir organisé cette table ronde ici à Avignon. Je suis heureux d'y participer au nom de la CGT Intérieure et plus largement au nom de celles et ceux qui, chaque jour, travaillent à faire vivre le service public de la sécurité, les pompiers, les policiers, les gendarmes, les douaniers, les agents de préfecture, les personnels pénitentiaires, et j'en oublie très certainement. Je parle donc depuis l'intérieur de l'État, mais aussi depuis un syndicat qui n'a jamais cessé de rappeler qu'il n'y a pas de sécurité sans justice et pas de justice sans droit. Commençons par dire les choses sans détour. Depuis 40 ans, la France mène la même guerre. Une guerre à la drogue, une guerre aux trafiquants, une guerre parfois aux quartiers eux-mêmes. Et qu'a-t-on gagné ? Rien. Les trafics prospèrent, la violence s'étend, les morts se multiplient et les services publics s'épuisent. Comme l'a écrit récemment le sociologue dans une tribune qui est parue il y a quelques jours dans Le Monde diplomatique, le sociologue donc Laurent Bonelli, ce narcotrafic que l'on brandit en permanence sert aussi de récit commode. Il dessine une frontière morale entre les bons citoyens et les déviants au lieu d'affronter les causes réelles. À chaque fusillade, à chaque drame, le pouvoir promet d'en finir d'une bonne fois pour toutes. Et à chaque fois, il recommence la même politique. Plus de lois, plus de prisons, plus de com.
Mais cette politique ne protège plus personne. Elle use les policiers, elle désespère les magistrats, elle stigmatise les jeunes, elle divise la société et pendant ce temps, ceux qui profitent du trafic, les réseaux structurés, les financiers, les corrupteurs continuent tranquillement leur commerce. Alors il faut sortir de cette logique de guerre pour parler enfin de politique. Pas de posture, pas de slogan, de politique au sens noble. Celle qui interroge les causes et cherche le bien commun. Parce que derrière la question des drogues, il y a bien plus qu'un problème de sécurité. Il y a la manière dont l'État regarde sa propre population. Il y a la façon dont la République tient ou rompt son contrat avec ses citoyens. Repenser les politiques des drogues, ce n'est pas un débat technique, c'est une question de justice, d'égalité et de dignité. C'est au fond la question de savoir si la sécurité doit rester un instrument de pouvoir ou redevenir un bien commun au service de toutes et tous. Malgré des décennies de lois toujours plus dures, la France reste le pays européen où la consommation de cannabis est la plus élevée. En 2024, près de 5 millions de personnes ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours de l'année, dont 900 000 de façon régulière. La répression, elle, n'a jamais été aussi forte. Plus de 140 000 interpellations pour usage ou détention ont été recensées en 2023, soit 8 fois plus qu'il y a 30 ans, alors que la consommation, elle, ne diminue pas. C'est un paradoxe. Plus on réprime, plus la consommation augmente. Plus on multiplie les annonces, plus les trafics s'enracinent. Les opérations spectaculaires se succèdent. On voit des centaines d'agents sur le terrain, on fait des images, on publie des chiffres. Mais 15 jours plus tard, le point de deal rouvre 2 rues plus loin. C'est cela la politique du chiffre, frapper fort, mais à côté. Le marché se recompose immédiatement, comme l'a montré Laurent Bonelli. Il ne ressemble en rien à un cartel organisé. C'est un archipel de petites équipes, fragiles, instables. On fait tomber un point, 10 autres réapparaissent ailleurs. Ce n'est pas une puissance mafieuse, c'est une économie de survie. Ces opérations qu'on appelle pudiquement place nette sont devenues le symbole d'une politique de façade. Elles servent à masquer l'échec de la lutte anti-drogue par des effets de communication. Elles usent les policiers, elles saturent la justice et elles ne règlent rien. Parce qu'on ne combat pas une économie souterraine avec une logique de spectacle. Pendant ce temps-là, les moyens structurants s'effondrent. Les douanes ont perdu la moitié de leur effectif en 30 ans. En effet, les services douaniers comptaient près de 23 000 agents dans les années 90. Ils sont à peine 15 000 aujourd'hui. Pourtant, ils réalisent près de 80% des saisies de stupéfiants opérées sur le territoire national. La police judiciaire a été démantelée par la départementalisation et les services spécialisés, ceux qui travaillent sur le temps long, manquent d'enquêteurs, de techniciens, de traducteurs. Résultat, on occupe le terrain, mais on perd la profondeur. On mesure des saisies, pas des réseaux, et on compte les interpellations, pas des résultats. Cette logique du toujours plus de répression étouffe le sens même du travail policier. Au lieu de faire reculer la criminalité, elle alimente la défiance. Les habitants des quartiers voient débarquer des colonnes d'intervention, puis plus rien. Les policiers, eux, ont le sentiment de vider la mer à la petite cuillère, et la société entière finit par douter. Douter de l'efficacité de l'État, douter de la justice, douter du service public. L'échec n'est pas celui des agents, il est celui d'une politique qui confond action et agitation. On a transformé la lutte contre le narcotrafic en vitrine sécuritaire. Mais une vitrine, aussi brillante soit-elle, ne protège personne. On l'a bien vu au Louvre. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est changer de méthode, sortir du réflexe pénal et regarder enfin la réalité. Le problème n'est pas qu'on ne frappe pas assez fort, le problème c'est qu'on frappe mal et souvent sur les mauvaises cibles. Si l'on voulait un exemple de cette impasse répressive, il suffit de regarder la proposition de loi dite narcotrafic, adoptée en procédure accélérée au printemps dernier. Elle était censée sortir la France du piège. Présentée par le gouvernement en mars 2025, la loi a été adoptée en 2 mois seulement, selon la procédure accélérée, sans étude d'impact. Elle comporte 61 articles, dont plusieurs ont été censurés par le Conseil constitutionnel le 12 juin 2025, avant la promulgation du 13 juin 2025. En réalité, elle l'y enferme. Pas d'étude d'impact, pas de concertation approfondie et un recours minimal au Conseil d'État, limité à 2 avis spéciaux sur des points techniques, loin d'un examen global du texte. Juste une succession d'articles rédigés dans l'urgence pour répondre à l'émotion médiatique du moment. Et que contient cette loi ? L'alourdissement des peines, de nouveaux délits
à la définition floue, l'élargissement des pouvoirs de surveillance et la possibilité pour les préfets d'expulser des familles entières pour des faits commis par un seul membre du foyer. Ce texte franchit une ligne dangereuse, celle qui transforme la lutte contre le trafic de drogue en outil de contrôle social. Il ne s'agit plus de frapper les trafiquants, il s'agit de montrer, d'exhiber la fermeté de l'État, quitte à fragiliser le droit. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs censuré plusieurs propositions. Le délit de concours à une organisation criminelle, trop vague pour respecter la légalité des peines, la surveillance algorithmique, attentatoire à la vie privée, les perquisitions étendues et les dossiers coffres inaccessibles à la défense. Mais le plus grave, c'est que ces mesures aient pu être votées sans débat public, comme si au nom de la lutte contre la drogue, on pouvait tout se permettre. Et ce glissement n'est pas anodin. Après le terrorisme, voilà que la criminalité organisée devient le nouveau prétexte pour étendre les pouvoirs d'exception. Le tout au détriment des libertés publiques, du contrôle du juge et du sens même de l'état de droit. Cette loi, enfin, n'apporte aucun moyen réel au service de terrain, aucun renfort pour les douanes, aucun poste pour la police judiciaire, aucune mesure pour la prévention, la santé ou l'accompagnement des usagers. Rien sur la coopération internationale, rien sur le blanchiment, rien sur les circuits financiers. C'est une loi de communication, pas une loi d'action. Elle ne règle rien, elle montre. Et pendant qu'on monte, la réalité continue. Ce texte n'est pas seulement inefficace, il est dangereux pour notre démocratie. Car à force de vouloir prouver qu'on agit, on finit par affaiblir ce qui protège, le droit, la proportionnalité, la raison. La lutte contre le trafic de drogue ne peut pas être le cheval de Troie d'une surveillance généralisée. Elle doit rester un combat républicain fondé sur la justice, la transparence et la confiance. La loi est aujourd'hui promulguée, mais amputée de ses dispositions les plus attentatoires aux libertés. Face à cet échec, notre syndicat, la CGT Intérieur, ne se contente pas de dénoncer. Nous travaillons, nous réfléchissons, nous écoutons les agents de terrain, les éducateurs, les associations, les magistrats, les personnels de santé. Notre syndicat n'a pas encore tranché la question de la dépénalisation ou de la légalisation du cannabis. Nous avons choisi d'ouvrir un chantier collectif, rigoureux, sans tabou. Parce que ces sujets méritent mieux que des slogans. Ils demandent de la lucidité, du débat et du courage. Ce que nous savons, en revanche, c'est que le modèle répressif actuel est à bout de souffle. Il épuise les policiers, il surcharge la justice, il éloigne la population de ces institutions. Sur le terrain, les collègues les voient tous les jours. Ils passent leur temps à interpeller des usagers, à remplir des procédures interminables, pendant que les véritables filières, elles, continuent de prospérer. Cette situation crée un double sentiment d'injustice. Chez les agents, qui ont le sentiment d'être instrumentalisés, et chez les citoyens, qui ne comprennent plus le sens de l'action publique. La police, dans ce contexte, est réduite à un rôle d'exécutant d'une politique inefficace. Et la République, elle, perd sa cohérence. On prêche la fermeté, mais on renonce à la justice. On parle d'ordre, mais on oublie le droit. La CGT plaide pour une autre logique, celle de la cohérence républicaine. Cela veut dire remettre les priorités à l'endroit. Oui, il faut de la fermeté, mais une fermeté utile, ciblée, efficace, qui s'attaque aux réseaux structurés, aux circuits financiers, à la corruption. Oui, il faut des moyens, mais des moyens pour enquêter, pas pour communiquer. Des moyens pour prévenir, pas seulement pour sanctionner. Et surtout, il faut une politique qui respecte les femmes et les hommes du service public, celle qui leur redonne du sens, du temps et de la reconnaissance. Parce qu'au fond, c'est bien cela l'enjeu. Retrouver le fil entre sécurité, justice et dignité du travail. Faire en sorte que les policiers, les gendarmes, les douaniers, les pompiers ne soient plus les rouages d'un système usé, mais les acteurs d'une politique cohérente, humaine et utile. C'est à cette réflexion que notre syndicat s'attelle. Non pas pour plaire ou choquer, mais pour construire une politique de sécurité à la hauteur de la République. Je vais maintenant m'exprimer à titre personnel. Parce qu'au-delà du travail collectif mené au sein de la CGT, j'ai ma conviction, forgée par 25 années de métier, parce que j'ai vu et parce que je n'ai plus envie de voir. Je crois qu'il faut changer de cap, sortir du déni, regarder la réalité en face. La prohibition ne fonctionne plus. Je partage les conclusions du Conseil économique, social et environnemental qui a rendu en 2003 un avis clair. Le statu quo est intenable. Le CESE propose d'ouvrir sans tabou le débat sur une légalisation encadrée du cannabis. Pas une légalisation sauvage, pas une libéralisation marchande, mais une politique publique structurée, responsable et contrôlée. Pourquoi ? Parce que le modèle actuel échoue sur tous les fronts. Il n'empêche pas la consommation,
il enrichit les réseaux, il mobilise inutilement la police et il fragilise la confiance entre les institutions et la population. Une régulation encadrée, cela veut dire 3 choses simples. Premièrement, reprendre la main sur la production et la distribution. Créer un cadre public contrôlé qui impose des normes sanitaires, une traçabilité, une interdiction totale de publicité. Cela permettrait d'assécher une partie du trafic et de priver les réseaux de leurs principales ressources financières. Deuxièmement, investir les recettes générées dans la prévention, la santé et l'éducation. Les expériences étrangères le montrent, quand on finance la réduction des risques, les campagnes d'information, le travail social de proximité, la consommation diminue chez les mineurs. Et troisièmement, redéfinir le rôle de la police et de la justice. Ne plus gaspiller des milliers d'heures à verbaliser des usagers, mais concentrer l'action publique sur les trafics structurés, la corruption, le blanchiment, les circuits logistiques et financiers. Je sais que ce débat suscite des craintes, mais réguler, ce n'est pas banaliser, c'est au contraire protéger mieux en plaçant la responsabilité collective au centre de la politique publique. Réguler, c'est reconnaître que l'interdit pénal n'a plus d'effet et qu'il vaut mieux construire un cadre de droit, de santé et de prévention plutôt que de continuer à faire semblant de ne rien voir. À mes yeux, c'est une position républicaine et pragmatique, parce qu'elle s'appuie sur la raison, sur la connaissance et sur l'expérience du terrain, parce qu'elle redonne du sens à l'action publique, et surtout parce qu'elle permettrait à la police et à la justice de se recentrer sur leur cœur de mission, protéger la société, pas l'épuiser. Je le dis sans provocation. La véritable fermeté aujourd'hui, ce n'est pas punir plus fort, c'est d'avoir le courage politique de changer de logique. Sortir du piège répressif, ce n'est pas baisser la garde, ce n'est pas renoncer à la fermeté, c'est au contraire choisir l'efficacité et la cohérence. Car on ne gagnera pas cette bataille en accumulant les lois, mais en reconstruisant une politique publique globale qui relie la sécurité, la justice sociale et la santé publique. D'abord, il faut replacer les choses à leur juste place. Le trafic de stupéfiants n'est pas seulement un problème d'ordre public. C'est un symptôme social. Il prospère là où la misère s'installe, là où les services publics ferment, là où les jeunes n'ont plus de perspective, là où l'État ne parle plus qu'à travers de la police. On ne réglera pas durablement la question des drogues tant qu'on laissera les inégalités, le chômage et la relégation gangrénera territoire entier. C'est pourquoi la première arme contre le trafic, ce n'est pas le LBD, c'est l'école, l'emploi, le logement. Ensuite, il faut avoir le courage de dire que la santé publique doit redevenir le cœur de la politique des drogues. Traiter l'usager comme un sujet de soin, pas comme une faute morale. Soutenir les structures d'addictologie, les associations de prévention, les dispositifs de réduction des risques. Former, informer, accompagner et protéger les mineurs, non pas par la peur, mais par la connaissance. C'est dans la prévention qu'on gagnera les batailles durables, pas dans les statistiques d'interpellation. Enfin, il faut une véritable politique de sécurité républicaine. Pas une sécurité de façade, pas une sécurité d'image, mais une sécurité de service public. Cela suppose de redonner des moyens réels à la police judiciaire, aux douanes, à Tracfin, à la coopération internationale contre le blanchiment et la corruption. Cela suppose aussi de redonner du sens au travail policier. Des effectifs stables, une présence de proximité, du discernement, de la formation, de la confiance. Parce qu'une police efficace, ce n'est pas une police qui fait du chiffre, c'est une police qui fait du lien. Alors oui, il faut changer de paradigme, passer de la logique du soupçon à celle de la protection, faire de la sécurité non plus un instrument de pouvoir, mais un bien commun partagé, qui repose sur la justice sociale, sur la santé et sur la dignité humaine. C'est à cette condition que la République reprendra pied dans ses quartiers et que les gardiens de la paix retrouveront leur sens et leur légitimité. Et enfin, pour conclure, au fond, le trafic de stupéfiants n'est pas seulement un problème de sécurité, c'est un révélateur, un miroir de nos renoncements collectifs, un symptôme d'un État qui s'est éloigné du social et d'une République qui a perdu confiance dans sa propre promesse. On pourra toujours multiplier les opérations place nette, empiler les lois et saturer les prisons. Rien ne changera tant qu'on ne reconstruira pas une politique de sens. Sortir du piège répressif, ce n'est pas faire preuve de naïveté, c'est faire preuve de lucidité. C'est admettre que la peur ne tient pas lieu de stratégie et que la répression seule ne produit que de la défiance. Depuis 2012, la France a adopté 9 textes législatifs relatifs aux stupéfiants, sans qu'aucun n'ait inversé la tendance. Les chiffres, eux, sont implacables.
plus de 500 fusillades liées au trafic recensées depuis 2021 et un marché estimé à plus de 3 milliards d'euros par an. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un courage politique, celui de relier enfin la sécurité, la justice et la dignité. Celui d'assumer qu'une république forte, ce n'est pas une république qui surveille, mais une république qui protège. Et si nous voulons reprendre la main, alors reprenons-la sur le sens, sur le service public, sur ces valeurs qui fondent notre contrat social. Parce que la sécurité dans une démocratie, ce n'est pas la peur de l'autre, c'est la confiance en nous-mêmes, c'est la promesse d'un avenir commun. Merci beaucoup pour votre écoute et encore merci pour votre invitation. Merci beaucoup, Anthony. C'était très important pour nous d'avoir la vision justement des forces de l'ordre sur cet aspect-là et tes propos sont particulièrement éclairants. Bénédicte, je vais maintenant te laisser la parole. Je t'en prie. Alors, en attendant quand même peut-être pour continuer notamment sur les propos que tenait Anthony, faut être conscient qu'actuellement, en matière de trafic de stupéfiants, effectivement, on a beaucoup d'effets d'annonce. Par contre, structurellement, la police judiciaire reste en réalité largement sous-dotée. Elle est sous-dotée, on le voit, on a un récent rapport de l'Office français anti-stupéfiants qui est assez accablant à ce niveau-là. Notamment, au sein de ce rapport, on apprenait différents chiffres qu'on peut vous donner ainsi. En matière de lutte contre le blanchiment. Donc, le blanchiment est une étape particulièrement importante pour la criminalité organisée parce que c'est celle qui va permettre justement pour eux de s'implanter durablement et de perpétuer leurs activités. Dans ce cadre-là, il y a environ 900 agents à l'OFAST en tout. Il y en a un total de 7 qui sont formés en matière de lutte contre le blanchiment. En matière de lutte contre le trafic de stupéfiants en tout, on compte en France un total de... Tu nous dis, Bénédicte, si tu es là ? Toujours pas. Non. On compte en France un total de environ 300 000 forces de sécurité intérieure. Quand on dit forces de sécurité intérieure, c'est ce qui va être policiers, mais également gendarmes, mais également douaniers. Alors, ils participent beaucoup indirectement à la lutte contre le trafic de stupéfiants, mais des personnes directement, exclusivement et spécialement chargées de ce domaine-là, on en compte 2500 sur toute la France. Alors, outre ces effets d'annonce, en fait, qui sont faits par le gouvernement, en réalité, les moyens ne sont pas mis. Le seul endroit où les moyens sont véritablement mis, ce sont dans ces opérations place nette. Ce sont dans, en fait, du maintien de l'ordre public. Et je pense que c'est notamment les tables rondes suivantes qui vont évoquer cette partie-là, mais une forme, en fait, de contrôle social qui va s'exercer par ce biais-là. Je vais présenter vite fait le collectif Police contre la prohibition. On a fondé ce collectif parce que alors que j'explique, on est 2 policiers qui ne sommes plus en activité, comme ça on peut être porte-parole sans avoir de contrainte de l'obligation de réserve, et les autres sont en activité. On avait déjà, moi je sais que depuis très longtemps, je suis intéressée par la question des stupéfiants d'un point de vue policier, d'un point de vue biochimique, puisque avant d'être flic, j'étais étudiante j'ai une maîtrise de biophysiologie cellulaire, d'un point de vue culturel. Enfin bref, ça fait très longtemps que je nourris mes petites archives sur cette question. On s'est dit que, en fait, tout le monde prenait la parole sur cette question, les magistrats, les avocats, les addictos, les associations qui défendent les droits de l'homme, mais il manquait quand même la police. Et c'était pas normal parce qu'on est quand même tout en haut de la chaîne pénale à appliquer la répression, en fin de compte. Donc, il fallait qu'on donne notre avis et qu'on puisse apporter de l'eau au moulin de l'anti-prohibition. Donc, on a fondé le PCP comme ça. Alors, au début, on a un peu intrigué. On intrigue toujours. On peut se faire traiter de gaucho et de facho dans la même journée.
parce que la police n'est pas spécialement attendue sur ces questions-là. En tout cas, pas de la façon dont on défend. Et en l'occurrence, je me suis rendu compte qu'on avait vraiment notre place dans le débat, parce que là, vous allez le voir dans la suite de vos tables rondes, on parle énormément de santé, on parle effectivement aussi de discrimination, de stigmatisation des usagers de stupéfiants. Et finalement, on parle assez peu de sécurité publique, ou en tout cas pas dans des bons termes. Et moi, j'ai envie de dire deux choses en fait. D'abord, la sécurité, c'est pas un gros mot, c'est pas un mot tabou. La sécurité, il y a beaucoup de gens qui la réclament, et notamment les gens qui habitent dans les quartiers qui sont touchés par le trafic. Et la sécurité, il faut qu'elle soit assortie de cohérence, et qu'elle soit pas aveugle. Et là, je repense toujours à une phrase que nous avait dit dans une conférence quand je suis rentré dans la police, un directeur de la police, il parlait de l'ordre public. Et il disait que l'ordre public, c'est l'équilibre entre l'ordre supportable et le désordre insupportable. Et la sécurité, c'est un peu la même chose. On peut pas la ranger, on peut pas en faire abstraction et dire qu'elle n'a pas la place dans le débat. Et d'autant moins dans le débat sur les stupéfiants, parce que autant moi je nie qu'il puisse y avoir une crise sanitaire. En France, il n'y a pas de crise sanitaire liée aux drogues, en tout cas pas aux drogues illicites. L'alcool, on a autour de 42 000 morts par an, le tabac autour de 75 000, et les drogues illicites, dans la dernière enquête qui s'appelle DRAM, on est à 793 morts, ce qui est quand même pas beaucoup. Alors certes, l'usage de drogue est une conduite à risque, c'est comme conduire vite, c'est comme de faire de l'escalade, mais c'est une conduite à risque. Il faut quand même, il faut remettre les choses à leur place. Il n'y a pas de fléau des drogues en France. Il n'y a pas de crise sanitaire, mais par contre, la crise sécuritaire, je pense qu'on y va tout droit. Alors, tout à l'heure, Pierrick, tu disais que en France, il n'y a pas de mafia. Effectivement, il n'y a pas de mafia en France, mais il y a quand même des groupes qui commencent à s'organiser sur un mode mafieux, avec des têtes de réseau. Si tu as lu le rapport de l'OFAST, le dernier rapport de l'OFAST, il y a des têtes de réseau, et ensuite c'est très pyramidal jusqu'aux gens qu'on peut croiser dans la rue. Et si on prend l'exemple de la DZ Mafia à Marseille, la DZ Mafia, elle diversifie. Alors, ok, elle a fait son fonds de commerce à la base, c'est le cannabis, mais maintenant elle en est aux raquettes, à l'extorsion de fonds, et évidemment au règlement de compte tout azimut, en embauchant des très jeunes sicarios d'ailleurs, hein, des très jeunes garçons pour faire les flingages. Et alors bon, je m'excuse, je suis moins ordonnée qu'Anthony, je vais un peu aller dans tous les sens. Pierrick, tu parlais aussi de l'atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales dans la guerre à la drogue, c'est vrai. Mais je dirais qu'une des premières libertés qu'on devrait accorder aux gens, c'est le droit de se droguer. Pourquoi pas, en fait? C'est l'usage simple de drogue, c'est une conduite individuelle. Et là, il y a des abus, en fait. Si on prend, par exemple, quelqu'un... Imaginez, vous êtes policier, vous allez dans un immeuble pour un tapage nocturne ou pour n'importe quoi. Vous passez devant une porte, ça sent le cannabis. L'odeur de cannabis est un indice qui vous met en enquête de flagrant délit. C'est quand même pas rien. Par rapport à d'autres drogues, comme l'alcool, par exemple, si on entend des bruits de glaçons, ça ne va pas entraîner une perquisition. Une odeur de cannabis, ça peut entraîner une perquisition. Et donc le premier des droits, c'est celui-là. Et c'est celui-là qui pourrait être canalisé si on dépénalisait l'usage de drogue. Si on dépénalise l'usage de drogue,
en fait, ça veut dire la fin de la sanction pénale pour la consommation de drogue. L'usage de drogue passerait du champ pénal au champ médico-social. Parce qu'en fin de compte, cette répression, elle n'a aucun effet ni sur l'usage, ni sur les taux de consommation, ni sur le trafic. Mais nous, d'un point de vue policier, ce serait aussi la fin de la politique du chiffre, parce que la politique du chiffre, elle est adossée à la répression de l'usage de stupéfiants. Si on regarde les chiffres de la délinquance, c'est de loin le délit qui est le plus réprimé, de loin. Et j'ajouterais à ça que l'usage de drogue est un délit qui est très facile à faire et c'est un délit sans victime. C'est un délit, aussitôt qu'il est constaté, il est élucidé. Il est très utile dans les statistiques. C'est un délit qui ne nécessite pas d'audition, qui nécessite même plus de garde à vue, ni rien, ni aucune procédure depuis que l'amende forfaitaire délictuelle existe. Et si on dépénalisait l'usage de stupéfiants, c'est-à-dire que dans la pratique, la police remettrait une convocation à la personne qui a des stupéfiants sur lui, sous couvert que ce soit une petite quantité, évidemment, parce qu'une grosse quantité, il peut y avoir un soupçon de trafic, et cette personne se rendrait devant une petite commission qui serait apte à voir s'il a un problème d'addiction ou de désocialisation. Ça, c'est ce qui se fait au Portugal, mais c'est aussi ce qui se fait dans des pays d'Amérique du Sud. Donc, si on met fin à la politique du chiffre et à cette répression, ça veut dire que la police peut s'occuper de choses un peu plus sérieuses. Ça veut dire qu'on redonne la priorité à la sécurité publique et puis surtout à la prévention. On ressent l'activité policière sur l'insécurité, sur le trafic et sur la criminalité. Et ce serait... moi, quand on en discute avec des collègues qui n'ont pas spécialement réfléchi à la question, mais qui souffrent de devoir appliquer la politique du chiffre, parce qu'il n'y a pas forcément des ordres écrits, mais enfin, c'est quand même... ça pèse quand même beaucoup dans le quotidien des policiers. Ils ne sont pas du tout opposés à ce genre de mesures. La police, dès qu'on prend la peine de discuter, d'expliquer les tenants et les aboutissants des réformes qui sont possibles de faire, ils ne sont pas opposés. Ils ne sont pas du tout opposés. C'est comme la légalisation du cannabis. La légalisation du cannabis, si on peut la définir, en fait, c'est la régulation par l'État de la production, de la distribution, de l'information, de la prévention et de l'offre de cannabis. Et ça consisterait en fait à réduire le trafic et le marché noir de cannabis au maximum. Parce que là, en ce moment, le cannabis représente plus de 80% du trafic de stupéfiants. Et si on arrive à couper l'herbe sous le pied des dealers, alors ça ne sera pas du jour au lendemain, ils ne vont pas se laisser bouffer le marché comme ça, ils vont adapter leur offre, mais je veux dire, le cannabis, ça coûte tellement rien à produire, et à la base, le prix est tellement dérisoire que une légalisation peut aussi adapter l'offre et adapter les prix de façon à gêner à entraver le trafic. Et c'est ce qui se passe au Canada. En 4 ans, non, en 5 ans, 70% des achats de cannabis qui se font sur le marché légal. Ça a été très vite. Et en fin de compte, si on imagine ça en France, eh ben, ça participerait quand même grandement à restaurer la tranquillité et la sécurité publique sur la voie publique. Et si on récupère une part, ça permet aussi de récupérer une part maxi des revenus du marché illégal. Et le rapport qui a été fait conjointement à la loi dite narcotrafic, il estime quand même entre 3 et 7 milliards le chiffre d'affaires du trafic de stupéfiants. C'est pas rien non plus. Donc, en gros, c'est pour ça qu'on milite. On milite pour la légalisation, pour la dépénalisation. On milite aussi pour tenter de dépolitiser, alors que c'est éminemment politique, une réforme serait éminemment politique, mais finalement, chacun reste dans ses dogmes. La droite reste dans son dogmatisme, il n'y a que la répression qui marche.
la gauche reste aussi dans son dogmatisme avec on ne parle pas de sécurité. Donc, on va surtout parler de santé. C'est l'étendard de la santé publique qu'on brandit. C'est parce que c'est présentable, en fait. C'est plus présentable que la sécurité quand on s'adresse à l'opinion publique, quand on s'adresse à des militants. Mais ça fait 30 ans, ça fait 30 ans que le discours tourne autour de la santé publique et que ça ne fonctionne pas. Parce que la prohibition, elle fonctionne pas, mais le discours antiprohibitionniste, il fonctionne pas mieux. Vous savez, si on dit aux gens, vous voyez, les usagers de drogue, il faut qu'ils puissent avoir accès aux soins, il faut qu'ils puissent... euh, L'opinion publique, ça la touche pas, ce genre d'argument. Et l'accès aux soins, il existe en France. Moi, je ferai un peu le reproche aux associations addictos de ne pas faire assez la promo de leur réseau. En France, on a, alors tout est perfectible, mais en France, on a un des meilleurs réseaux addictos du monde. Il y a des XAPA et des CARUD dans toutes les villes. Il y a des consultations jeunes consommateurs. Les soins sont gratuits. Il y a un accès au traitement de substitution aux opiacés gratuit. On a un bon réseau, on a un très bon réseau. Et franchement, les gens sont pas, enfin bon, moi, j'ai quand même discuté avec énormément de gens. C'est l'information qui manque, mais les gens sont pas inhibés au point de ne pas aller voir un addicto. Il y a aussi des services addictos dans tous les hôpitaux d'ailleurs. Ils ne sont pas inhibés au point de pas aller dans un service se faire prendre en charge quand ils en ont besoin. Donc, pour moi, ce n'est pas un argument qui est très vendeur. Mais si on parle de sécurité publique, on ne s'adresse pas que aux usagers, on s'adresse à tout le monde. On s'adresse aux gens qui vivent dans les quartiers qui sont difficiles à vivre, on va dire. Si on parle de répression, on s'adresse aussi à tout le monde si on leur dit le coût de la répression, pour rien en fait, la répression de l'usage et même des petits dealers, ça sert à rien. Les dealers, c'est les dealers ou les choufs ou toutes les petites mains du trafic, comme on dit, mais dès qu'ils sont arrêtés, ils sont remplacés avant même que le gars soit arrivé au commissariat. Les gens qui tiennent les points de deal, qui chapeautent tout ça, ils n'ont aucun état d'âme. Quelqu'un qui va en prison, il est remplacé aussitôt. Donc, je sais pas. En plus, bon, la sécurité, c'est un gros levier électoral, pour la droite en tout cas. Mais il ne faut pas que ça nous empêche d'en parler. Il y a des élus de gauche qui ont remplacé le mot sécurité par sûreté. Ils ne veulent pas parler de sécurité. C'est trop à droite. Et c'est pour ça que je dis, nous, on veut dépolitiser cette question parce qu'il n'y a pas de sujet de droite, de sujet de gauche. La sécurité, c'est pas l'apanage de la droite, comme la santé, c'est pas l'apanage de la gauche. Et sur la question des drogues, il faudrait vraiment que, je veux dire, tout mettre à plat et sortir des dogmes. Et en tout cas, moi, je suis ravie de voir que la CGT intérieure a fait un travail là-dessus. Nous, on a hâte même que d'autres syndicats s'en emparent et puis je pense que si on arrive à convaincre la police, on peut faire pencher la balance. On peut faire pencher la balance et voilà quoi. Merci beaucoup, Bénédicte. Alors, je vais immédiatement donner la parole à la salle. On voulait également avoir la possibilité que vous puissiez poser un certain nombre de questions. Pour Bénédicte et pour Anthony, si tu es toujours là. Est-ce que quelqu'un aurait une question, peut-être, d'ores et déjà? N'hésitez pas. Ou une réaction. Oui, je vois un monsieur là-bas. Ça marche? Non, ça marche pas. Si, on vous entend. Mettez-le bien. Oui. Est-ce que vous pensez vraiment que nos politiciens, que ce soit par incompétence, volonté ou ignorance,
veulent vraiment lutter pour le bien commun, et notamment contre la délinquance. Bon, peut-être qu'on peut prendre un tour de questions. Alors, attends, Bénédicte, on prend un tour de questions, ensuite on vous donne la parole à tous. Je vois monsieur également, oui. Oui. Par contre, je me demandais sur merci en tout cas de vos interventions, c'est vraiment très intéressant et ça, j'allais dire un grand mot, réconcilie avec la police, ou en tout cas d'entendre des policiers comme vous, c'est très réconfortant, encourageant. Et une question que je me pose, c'est sur l'évolution des différentes drogues et de leur consommation. Parce qu'on s'y perd, quoi. Ça change assez régulièrement et je ne sais pas si vous suivez ça aussi. Merci monsieur également. Et ensuite on va donner la parole à Bénédicte et Anthony. Bonjour, j'ai plusieurs questions. D'abord, la première question, alors ça fait peut-être un peu démagogique et populiste, mais ça rejoint ce que j'ai entendu en introduction, c'est est-ce qu'il y a au moins un seul banquier qui a été condamné dans le cadre de la loi narcotrafic? Et puis ensuite, j'ai entendu des hommes politiques comparer le pauvre Nicolas Sarkozy à la mouche, etc. etc. Alors, loin de moi d'encenser la mouche, etc. etc. la dealer, qui est dans la prison spécialement conçue. Mais ceci étant, Sarkozy est quand même coupable d'avoir touché de l'argent de la Libye, et donc de l'argent sale. Et l'argent sale, c'est l'argent de la drogue. Ensuite, il y a le problème de la farge. La farge, c'est Daesh. Daesh, c'est le Captagon. C'est les amphétamines, etc., etc. Et c'est quand même hallucinant la différence qu'il y a entre l'impunité de ces gens et les gens qui tiennent les fours et qui font des allers-retours en prison quand on vient complètement détraqués. C'est vraiment un truc que je trouve hallucinant. Ensuite, pour répondre à la personne du collectif Police contre la prohibition, alors effectivement, il y a des réseaux, CARUD, etc., etc., mais quand même, il y a une grosse, en tout cas, je viens de Montpellier, je suis à la section ADL de Montpellier, il y a une diminution des subventions de l'État pour les CARUD, et ce qui amène donc leur absence dans certaines zones, ou sur Facebook, des ébruns bien intentionnés, des honnêtes gens à la sauce Retailleau, appellent carrément à la chasse à l'homme, à la chasse aux toxicomanes. On en arrive là. Et là, ce que je trouve inquiétant dans la police, le discours que j'entends ce matin est rassurant, mais on est quand même dans un contexte où l'extrême droite et le discours d'extrême droite est quand même hyper prégnant dans la police. Donc je voulais savoir ce que pensaient les policiers qui sont intervenus sur l'infiltration des idées de l'extrême droite qui vont à l'encontre de leur discours humaniste. Merci monsieur. Alors, je vais vous laisser répondre, Bénédicte et Anthony, qui veut en fait. Et il me semble que la première question portait notamment sur la volonté politique en fait qui existait à ce niveau-là. Je peux amener quelques éléments de réponse. Alors, la guerre à la drogue, est-ce qu'il y a vraiment une volonté d'agir? Nous, ce qu'on a observé l'année dernière, c'était toutes ces opérations PlaceNet, PlaceNet XXL et tout. Et il faut bien se dire que ce sont des opérations de communication. C'est très médiatique, médiatisé. Les préfets sortent leurs uniformes, ils font des photos, ils communiquent sur les réseaux sociaux. Et tout le monde s'accorde à dire, que ce soit les habitants ou les policiers qui ont mené ces opérations, que ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, ça ne sert à rien, en fait. Ça, c'était sur la première question. L'évolution de la consommation des drogues. Le cannabis est à peu près stable. Il y a 5 millions de consommateurs, dont à peu près 1 million de consommateurs quotidiens. Par contre, la cocaïne, ça a augmenté. En 2 ans, ça a quasiment doublé. Là, on est à 1,1 million de consommateurs de cocaïne qui en ont pris dans l'année.
Il faut savoir aussi que la cocaïne, on a beau faire des saisies gigantesques, la pureté augmente et le prix baisse. C'est-à-dire, ça aussi, ça fait partie de la communication. On annonce des saisies énormes. Alors, on se dit, il n'y a plus rien à consommer, vu la quantité, c'est par tonnes, hein. Les saisies de cocaïne, ça se chiffre en tonnes. Mais toutes ces saisies, ça fait partie la production de cocaïne augmente aussi en Amérique du Sud, et toutes ces saisies, ça fait partie du cahier des charges des producteurs de cocaïne qui peuvent se faire saisir un tiers sans que ça nuise à leur business. Ça, c'est les chiffres de la DEA, peuvent se faire saisir entre 25 à 30% de leur production. Mais ce qui est intéressant quand on parle d'évolution de la consommation, c'est que la consommation chez les jeunes baisse, et elle baisse depuis 2014. Donc là aussi, ça fait un peu tomber un des arguments qu'on entend beaucoup. Il faut légaliser le cannabis parce que ça va protéger les jeunes. Les jeunes, ils n'ont pas besoin de ça, ils sont passés à autre chose. Alors, il y a plein d'explications à ça. Le cannabis, mine de rien, ça devient un peu une drogue de beauf, hein. C'est un peu un truc de vieux. Les jeunes, ils sont plus trop branchés là-dessus. Ils fument moins, ils boivent moins d'alcool et toutes les drogues illicites sont en baisse chez les jeunes. La seule chose qui est en augmentation chez les jeunes, c'est le vapotage. Et ça, c'est super. Maintenant, les jeunes, ils sont plus, ils sont sur Instagram, ils font gaffe à leur look, ils vont dans les salles de sport. Enfin bon, il y a plein d'explications dans tous les sens, mais la consommation chez les jeunes baisse. Ensuite, sur les petites questions qui ont été abordées là par la dernière personne. Alors, bon,